Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Omerta, bien sûr, et sur le site www.omertamedia.fr. Aujourd'hui, je reçois Marguerite Stern, Dora Muto, pour leur livre Transmania. Bienvenue. Merci. Avant de commencer l'entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Marguerite Stern, j'ai 33 ans. Je suis née en Auvergne, je suis militante féministe depuis 10 ans. J'ai été fémène entre 2012 et 2015. J'ai eu un parcours aussi où j'ai travaillé avec des mineurs isolés étrangers. J'ai été professeure de français bénévole dans la jungle de Calais. Et puis en 2019, j'ai créé les collages contre les féminicides, donc des feuilles A4 comme ça, qui se superposaient dans la rue pour alerter sur le sujet des femmes assassinées par leur conjoint ou ex. Et depuis 2020, je m'exprime sur la question de l'idéologie transgenre. D'accord. Alors moi je m'appelle Dora Muto, j'ai 36 ans. Moi j'ai plutôt un parcours de journaliste. J'ai été rédac-chef adjointe chez Combini, j'ai écrit beaucoup pour la presse lifestyle. Et puis après je me suis mis à écrire des livres et faire des documentaires. Donc voilà. Mon premier livre s'appelait À fleur de paix, PET, sur une problématique intestinale. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Mal baisé, sur la sexualité féminine. Dans le même temps, j'ai aussi créé un compte Instagram qui s'appelle Tajoui, qui a été très suivi par un demi-million de personnes. Et c'est comme ça que ce compte m'a amenée à la rencontre de la thématique transgenre et de la problématique. Et voilà. Très bien. J'aimerais vous faire réagir sur l'actualité. On a appris qu'une drag queen allait porter la flamme olympique, donc un événement qui arrive tous les siècles, en tout cas en France, une première depuis 100 ans donc. Quelle a été votre réaction ? Est-ce qu'il s'agit d'un événement pour vous ou pas ? Non, la réaction c'est un peu mort de rire, quoi. C'est juste que moi j'ai l'impression que c'est une réaction de la mairie de Paris face à ce qui se passe par rapport à notre livre, par rapport au projet de loi du groupe Les Républicains aussi pour interdire la transition médicale des mineurs en fait. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de contexte comme ça où la mairie de Paris s'engage dans un espèce de bras de fer contre nous. Enfin, c'est vrai que voilà, on les cite dans notre livre pour les financements. La mairie de Paris subventionne un certain nombre d'associations pro-trans qui ont des revendications, on y reviendra peut-être, pas toujours très éthiques à notre sens. Donc voilà, ça on le dénonce dans notre livre. Et puis il se trouve que quand notre livre a eu sa campagne de publicité là, dans les rues de Paris sur des affichages JC Déco, la mairie de Paris a demandé le retrait de ces affiches, ce qui a créé le début d'une très grosse campagne de promo pour ce livre. Finalement, la mairie de Paris nous a donné beaucoup de visibilité. Moi, franchement, je l'ai un peu pris, cette annonce de mettre une drag queen en porte-drapeau. C'était une réponse à votre livre pour vous ? Pas uniquement notre livre, mais à tout un contexte où on voit quand même qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre l'idéologie transgenre. Et la mairie de Paris n'est pas contente. Disons que quand même, à la base, c'est une personne drag queen qui a signalé à la mairie de Paris qu'il fallait faire retirer nos affiches. Donc on voit que la mairie de Paris est très proche du monde drag queen, queer, trans. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait nous dire oui, mais bon, les drag queens, c'est juste des hommes habillés en femmes, mais ils disent pas forcément qu'ils sont des femmes pour autant. Donc pourquoi on y serait opposé ? À la base, bon, on peut aussi penser que la mairie de Paris n'accepterait sans doute pas quelqu'un qui porte une flamme en faisant un blackface, en imitant grossièrement, en singeant une personne d'une autre couleur. Tandis que là, apparemment, c'est très cool de singer une femme et de l'imiter de façon grossière. Mais toujours est-il qu'on pourrait quand même nous dire, mais regardez, ces personnes-là ne disent pas qu'elles sont des hommes pour autant, et ces hommes-là ont bien le droit d'utiliser tout l'attirail féminin. C'est vrai, sauf que, en réalité, c'est une personne drag queen qui a fait Drag Race, qui a alerté la mairie de Paris en disant oui, voilà, il faut descendre les affiches de Transmania, etc. Et ensuite, pour ma part, j'ai eu des dizaines et des dizaines de drag queens qui sont venues m'insulter sur Internet. Ce qui montre qu'il y a une continuité complète idéologique entre le drag queen et le trans. C'est-à-dire que même des hommes qui continuent à dire
je suis un homme et je m'habille en femme, en fait, défendent complètement l'idéologie trans. Et c'est-à-dire défendent l'idée que des hommes qui se disent femmes aillent dans les compétitions sportives de femmes. Ils défendent aussi, apparemment, entre autres, la transition des enfants. Donc, effectivement, nous, on voit là-dedans, en fait, un continuum, c'est un univers. Et même si, à titre personnel, je peux comprendre l'envie d'un homme de s'habiller en femme et puis d'en faire un spectacle et même, pourquoi pas, entre guillemets, une carrière un personnateur, quoi, ce qui a toujours été le cas avant, aujourd'hui, le contexte a changé. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, effectivement, quand la mairie de Paris fait ça, je pense que c'est pour envoyer un petit pic. Voilà. Quelle réponse vous donnez à ceux qui vous reprochent de ne pas être assez inclusifs et donc ce que vous dites, de rejeter un petit peu les trans, alors que vous venez du combat féministe et que vous, en principe, les gens attendent de vous que vous soyez... je pense tous ces gens nous ont très mal compris depuis le début. Pour nous, être une femme, ça a toujours été une réalité biologique. Être une femme, c'est être une femelle adulte humaine. Si on n'arrive plus à définir ce que c'est une femme au sein du féminisme, nous, on estime que ces femmes-là sont complètement paumées, quoi, en réalité, et que le vrai féminisme, c'est déjà de savoir ce que c'est que d'être une femme. Parce que si on commence à affirmer qu'être une femme, c'est un ressenti et qu'on peut inclure tout le monde, alors, c'est plus... voilà. Dans ce cas-là, le mot femme, en fait, devient caduque, finalement. Oui, si tout le monde peut être une femme. Et donc, en fait, juste pour terminer là-dessus, c'est pas qu'on exclut les personnes trans, en fait. C'est juste que nous, en tant que féministes et en tant que femmes, en fait, tout simplement, on rappelle le fait qu'il y a certains endroits qui sont réservés aux femmes pour des questions de... peur d'agression sexuelle, comme les vestiaires, les toilettes. Il y a certains endroits comme les compétitions sportives féminines qui sont réservées aux femmes pour des questions de différence de capacité sportive. Et c'est pas qu'on veut exclure les personnes trans de ces endroits-là, c'est juste que les hommes n'ont rien à y faire. Et donc pour nous, un homme qui se dit femme, ça reste quand même un homme. Comme disait Dora, nous, on est resté sur les bases de ce que c'est, la définition basique de ce que c'est que d'être une femme. Donc voilà, on les exclut pas. C'est juste le même traitement pour tous les hommes, qu'ils se disent femmes ou qu'ils se disent hommes, peu importe. Qu'est-ce qui explique cette indistinction de la société vis-à-vis des genres, vis-à-vis de même parfois l'âge, parce qu'il y a des personnes qui se réclament, qui peuvent se dire je décide que j'ai cet âge-là. Mentalement. Donc je suis cet âge-là. Comment on explique cette dérive-là ? Comment on explique que la société accepte ça ? Au point de rendre tout... Parce qu'il y a déjà d'énormes pressions, une énorme propagande. Et ça, nous, on l'a vu à l'intérieur du milieu féministe. C'est-à-dire que quand vous vous soumettez pas à ce dogme-là, finalement, vous êtes traité de tous les noms, vous êtes désigné comme un mouton noir. Voilà, donc en fait, moi, je pense que certaines personnes qui défendent le dogme transgenriste savent très bien en fait qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme. Mais voilà, à cause de la peur, par conformisme, par peur peut-être de blesser l'autre aussi, ces personnes-là se conforment finalement. Et puis je pense aussi qu'on vit dans une société où quelque part les gens aiment bien cette idée qu'on pourrait tout recommencer du début, comme si on pouvait effacer son passé, avoir une nouvelle page blanche. Et finalement, le transgenrisme, c'est une forme de promesse de ça, une fausse promesse. Et je pense que quelque part, quand on rappelle aux gens que malheureusement, quoi qu'il en soit, c'est une fausse transition, on rappelle aux gens les limites de la nature. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie d'entendre ce discours. Ils ont envie de rêver. Et puis, j'ai l'impression qu'aussi avec Internet, etc., les limites entre ce qui est vrai, ce qui est faux, avec le développement de l'IA, avec les fake news, avec tout ça, de plus en plus de gens pensent que tout se vaut, tout est fluide, tout serait possible. Et je pense que beaucoup de gens ont juste envie de cultiver cette idée, cette illusion. Et même s'ils ne sont pas trans eux-mêmes, quelque part, ils estiment que c'est leur couper une liberté que de leur dire « non, c'est pas vrai ».
Et on voit même que sur le terrain de la science et des médecins, vous en parlez dans votre livre, vous avez des substances qui ne reçoivent pas d'AMM, donc d'autorisation de mise sur le marché, et qui pour autant, dans des cas donc on appelle ça de transition, sont utilisées. À quoi c'est dû? Pourquoi cette liberté est prise? Pourquoi cette liberté est prise? Ça, c'est une grande question. Mais juste peut-être pour expliquer aux gens qui nous regardent un petit peu plus voilà, ce dont on parle, parce que les gens ne comprennent pas forcément. En fait, donc les substances qui sont, par exemple, les bloqueurs de puberté, qui sont actuellement administrés aux enfants dans le cadre d'une transition. Donc, comme vous le dites, c'est fait hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que c'est des médicaments qui, normalement, sont utilisés pour traiter la puberté précoce des enfants quand ils ont une puberté avant l'âge de 8 ans, parce qu'ils ont un problème hormonal, voilà. Et ces médicaments ne doivent pas être utilisés pendant plus de 2 ans dans le cadre d'une puberté précoce. C'est ça qui est écrit sur l'ordonnance du médicament, voilà. Or, dans le cadre d'une transition, on administre ça aux enfants pendant 6 ans, ce qui crée en fait d'énormes problèmes en termes de santé. Hein. Ça va fragiliser le squelette de ces enfants, ça va empêcher le développement correct de leur cerveau, ça va les rendre infertiles à l'âge adulte, impossibilité d'avoir un orgasme aussi, ça va faire d'eux des eunuques. Et dans le cadre des hormones qu'on administre aux femmes, donc la testostérone qu'on administre aux femmes, pareil, les injections de testostérone n'ont été étudiées cliniquement que pour être administrées sur des sujets masculins. Et pareil dans le cadre des œstrogènes qu'on administre aux hommes. Donc voilà ce que ça veut dire hors autorisation de mise sur le marché. Et juste pour expliquer vraiment aux gens qui nous écoutent pourquoi c'est grave, c'est encore une fois, voilà, il n'y a pas d'essais cliniques sur ces médicaments-là qui sont pourtant administrés à des masses de personnes. Et en fait, il faut bien comprendre que le corps d'un homme et le corps d'une femme, ça n'est pas du tout la même chose, qu'entre 2 individus de même sexe, il y a 0,1% de différence de génome, alors qu'entre un individu de sexe féminin et un individu de sexe masculin, il y a 1,5% de différence de génome. Donc forcément, de la testostérone administrée à une femme, en termes d'essais cliniques, on n'a pas du tout les mêmes résultats que sur un homme. Donc voilà, c'est très grave de faire ça. Et effectivement, il y a beaucoup de médecins qui font ça actuellement, à l'échelle internationale, en France, dans nos hôpitaux, à l'hôpital public. Et pourquoi ces médecins font ça? Parce qu'ils suivent en fait des normes de santé édictées par une association qui s'appelle la WPATH, qui est une organisation internationale qui prétend édicter les normes de santé pour les personnes trans, voilà, à l'échelle mondiale. Donc, la France suit les recommandations de ces personnes qui pourtant sont pas très sérieuses, puisqu'on n'a pas eu le temps de l'écrire dans notre livre, parce que c'est une news qui est sortie après, mais il y a un certain nombre de documents et d'emails qui ont fuité de la part de professionnels de santé, entre guillemets, des endocrinos de la WPATH, qui affirmaient clairement jouer aux petits chimistes avec les bloqueurs de puberté qu'ils administraient à des enfants et pas savoir très très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, les médecins dans nos hôpitaux français aujourd'hui suivent les règles édictées par ces personnes-là. Pourquoi font-ils ça? Peut-être... S'il s'agit d'un business finalement derrière, est-ce qu'il y a... Vous pourrez... Dans le privé et dans le système de... dans le privé en France et dans le système de santé américain, oui, clairement, il y a un business. Après, on peut... dans le cadre des hôpitaux publics en France, c'est pas exactement la même chose, mais... Voilà, nous on pense qu'il y a peut-être des médecins qui pensent qu'ils sont en train de se poser en sauveurs, ça rejoint le alors qu'ils transhumanisme. ne savent pas exactement tout ce qu'ils font. Puis il y a aussi beaucoup de médecins qui aiment le geste technique, c'est-à-dire que... Le geste technique. Oui, je veux dire, ce sont des chirurgies par exemple très très compliquées tout de même. Et il y a un certain nombre de chirurgiens qui se passionnent pour l'idée de transformer un pénis en vagin ou prendre la peau du bras d'une jeune fille pour lui faire un pénis. C'est un peu... D'ailleurs, dans votre livre, c'est jusqu'à 6 heures d'intervention parfois pour... Pour la phalloplastie, oui, on décrit les protocoles. Voilà, c'est joué, Monsieur Frankenstein, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis c'est pareil pour le monde de l'endocrinologie. Dans le livre, on retrace un peu l'histoire de comment on en est arrivé là, même médicalement.
Je veux dire, les endocrinos, c'est une catégorie de médecins qui, à travers l'histoire de l'endocrino, ont testé tout un tas de trucs plus ou moins dingues. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière qu'il y a des scandales en endocrino. Voilà, disons que c'est 2 catégories de médecins qui aiment bien, qui ont le goût de l'aventure, on va dire. Et on se rend compte qu'il ne s'agit pas de populations adultes, de personnes comme votre personnage, qui est aussi intéressant, puisque on le voit un petit peu au milieu de sa famille, en train de se débattre, et on voit qu'il s'agit d'un adulte. Là, on parle d'enfants dans le cadre de ces traitements-là. Est-ce qu'on n'est pas en train... Oui, mais est-ce qu'on n'est pas justement, parce qu'avec aussi tout le travail médiatique qui est fait, de plus en plus d'enfants sont... et vous parlez aussi d'un documentaire qui avait été diffusé sur France Télé. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier l'enfance de plusieurs millions peut-être Nous, on pense en effet qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience en France sur ce sujet. Il faut que les adultes se rendent compte du fait que, premièrement, oui, on est en train de faire transitionner des centaines de petits patients. On ne sait pas exactement combien. Dans notre livre, on donne les chiffres de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais il y a plus de 10 unités hospitalières de services publics en France qui font transitionner les moins de 20 ans. Et ça, on n'a pas les chiffres de tous ces services-là. Donc, premièrement, oui, il faut bien se rendre compte que ces petits patients-là... on va peut-être être face à un scandale sanitaire en fait au bout d'un moment en France. Et il y a certaines voix qui commencent à s'élever sur le sujet outre-Atlantique avec déjà certains scandales sanitaires en Suède, au Royaume-Uni, et peut-être que ça arrivera en France aussi. Et puis au-delà de ça, il faut que les adultes se rendent compte du fait que même si en fait, il y a les enfants qui transitionnent et puis il y a ceux qui transitionnent pas, mais qui sont dans ce bain-là, qui sont dans un bain où ils regardent les réseaux sociaux, ils sont beaucoup sur TikTok, et sur TikTok, on leur dit qu'il faut utiliser tout le langage transgenriste, qu'il existe donc des personnes non binaires, des personnes gender fluides, que le sexe est un construit social, comme nous l'explique le planning familial dans son lexique trans, tout un tas de contre-vérités scientifiques comme ça, dans lesquelles vraiment baignent les enfants actuellement. Et nous, on pense que c'est pas du tout bon pour leur structure mentale, en fait, que quand on est un enfant, on a besoin de se construire sur des bases solides, des bases saines, stables, et grandir en pensant que le sexe est un spectre, ou bien qu'on peut changer de sexe quand on est un être humain. C'est grandir en dehors de la réalité, en fait. Et donc, notre jeunesse est en train de perdre prise totalement avec la réalité, et disons que l'éducation nationale n'aide pas vraiment à la reconnecter à la réalité, puisque dans les écoles aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interventions d'associations idéologues qui vont diffuser ces idées-là à des enfants. On donne plusieurs exemples dans notre livre. Donc on pense qu'il faut que les adultes en prennent conscience, parce qu'en effet, qui va faire le monde de demain ? C'est la jeunesse. J'ai vu une vidéo très intéressante passer ce matin. Justement, c'était une vidéo où il y avait quelqu'un qui interviewait 2 jeunes filles, 2 adolescentes. Et il demandait aux adolescentes, est-ce que vous pensez qu'il y a 2 genres ou il y en a plus ? Est-ce qu'il y a 2 sexes, 2 genres ? Ou est-ce qu'il y en a plus ? Et il y a une jeune fille qui commence à dire, non, moi je pense qu'il n'y a que 2 sexes, etc. Et il y a l'autre fille à côté qui lui dit, ne dis pas ça, ne dis surtout pas ça, ne dis pas ça. L'autre fille continue à dire non, mais moi je pense que la fille-garçon. Et celle d'à côté se met vraiment à paniquer pour sa copine en disant non, mais tu peux pas dire ça, arrête tout de suite de parler, etc. Ce qui montre quelque chose d'extrêmement grave, c'est que, en fait, les jeunes ont un sens du fait que dire qu'il y a 2 sexes est dangereux. Donc en fait, sa pote essaye de lui dire, en fait, là, tu vas t'attirer des graves problèmes, tu ne peux pas dire ça devant la caméra, arrête de dire ça tout de suite. Parce qu'elle sait qu'elle va avoir des problèmes sans doute au collège, elle sait qu'elle va peut-être se faire harceler, se faire traiter de TERF, c'est-à-dire Trans-Exclusionary Radical Féministe, qui est une insulte style féminazie qu'on pose sur les femmes qui ont notre avis. Et donc, j'ai trouvé que cette vidéo était fascinante, parce que c'est pas seulement que ces jeunes... tombent dans cette idéologie, c'est-à-dire que même celles ou ceux qui ont conscience que cette idéologie en est une,
se font rattraper par les autres autour d'eux qui leur expliquent que c'est extrêmement dangereux de dire ça. Donc il ne faudrait surtout pas dire ça parce que c'est plus du tout politiquement correct de le dire. Donc bon, voilà, ça pose énormément de problèmes. Et j'aimerais aussi rajouter que ce n'est pas que les enfants qui gobent cette idéologie. Il y a des adultes passés 30 ans qui tombent là-dedans. Récemment, là, il y a quelques jours, on s'est fait agresser par une jeune femme qui avait vraisemblablement entre 25 et 35 ans, je ne saurais pas dire exactement, qui a essayé de frapper Marguerite. Mais ce qui m'a encore le plus choquée, c'est quand je lui ai dit « Arrête ton cirque, tu sais très bien que tu es une femme, tu es une femelle adulte humaine, enfin, pourquoi tu nous agresses ?» Et elle s'est mise à se boucher les oreilles en hurlant, en disant « Non, c'est de la biologie fasciste !» Et j'étais choquée de voir une femme qui a l'air d'être dans la trentaine, qui réagit de façon aussi hystérique à quelque chose qui est juste basique. Mais vraiment, elle avait intégré que dire ça était fasciste. Un autre exemple du même acabit, récemment, mon cousin m'a appelé pour me désinviter de son mariage. Son mariage avait lieu dans quelques semaines. Pourquoi ? Parce que la femme qu'il épouse, qui a plus de 30 ans, eh bien, lui a dit qu'il n'y avait plus de deux sexes et que ce que je disais était inacceptable, que je faisais énormément de mal aux gens et que par conséquent, vu qu'elle avait des amis de gauche, queer, etc. à son mariage, je ne pouvais pas venir. Donc voilà, il a annulé ma venue au mariage. Et là, on n'est même pas sur des enfants. On est sur des gens qui pourtant, à ce type d'âge, devraient avoir un cerveau bien construit. Et pourtant, la propagande a réussi à les attraper, à tel point que là, pour le coup, c'était deux femmes. Ces deux femmes-là qui ont autour de la trentaine, agissent, mais de façon incompréhensible pour nous et incroyable. Sur le sujet de l'enfance, justement, j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que dans vos travaux, vous avez constaté, outre-Atlantique ou dans le nord de l'Europe, où on sait que la transition a été admise et justement, il y a une marche arrière qui est en train d'être enclenchée, est-ce que vous avez constaté des dérives ? Vous en parlez d'hommes qui se considèrent comme étant n'ayant pas le bon âge et en fait peut-être désirant des enfants et tout ça. Dans vos travaux et dans les faits divers, est-ce qu'on ne risque pas d'admettre un jour la sexualité et les rapports avec les enfants ? Disons que c'est une pente extrêmement glissante, mais sur laquelle on essaye d'alerter un peu dans ce livre. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a certains hommes qui sont des hommes pédophiles, qui ont commis des actes pédocriminels sur des enfants, qui, lors de leur défense devant le juge, l'avocat sort l'argument comme quoi ce sont des personnes transâges. C'est-à-dire ce sont des hommes qui se considèrent comme n'ayant pas leur véritable âge, mais se considèrent de l'âge de l'enfant en question ou dans la même zone d'âge. Et donc, estiment que, vu qu'ils ont le même âge que l'enfant, après tout, c'est pas de la pédophilie, c'est juste une attraction normale d'enfant à enfant. Ce qui est complètement dingue, mais il y a quand même certaines études. On parle dans le livre d'un terme qui est l'autopédophilie. L'autopédophilie, c'est ça. C'est-à-dire que sur une certaine cohorte, sur un certain nombre de pédophiles, ils leur ont posé des questions et il me semble que c'était 50%, à vérifier le chiffre, mais à peu près 50% de pédophiles qui se disaient, en fait, eux-mêmes se sentaient enfants. Donc, c'est glissant et la question qu'on peut se demander, c'est en quoi le sexe, qui est une donnée biologique, serait différent de l'âge, qui est aussi une donnée factuelle biologique. Si on peut changer son sexe sur les papiers, pourquoi pas ? Quels vont être les arguments pour contrer le jour où il y en a qui commencent à militer pour dire moi je veux changer ma date de naissance en fait. Oui. Si on laisse passer ça, alors inévitablement, on aura beaucoup plus de mal à trouver des arguments pour dire non. Et au-delà de ça, on a relevé aussi quelques, pour appeler ça faits divers, où on voit qu'il y a certaines associations transgenres assez importantes, comme Mermaids en Angleterre ou justement la WPATH dont on parlait un peu avant, qui
ont des liens avec des réseaux pédophiles. Donc l'un des personnes au conseil d'administration de Mermaids s'est amusé à aller donner une conférence à un lobby pro-pédophilie. Et, lobby pro-pédophilie, oui. Oui. Vous en parliez. Voilà, et en plus de ça, on a su, voilà, à travers une enquête du média Redux, que certains membres de la WPATH, qui est donc cette grosse asso qui édicte les normes de soins pour les personnes transgenres, eh bien, il y aurait certains membres qui feraient partie de Eunuch Archive, qui est un forum assez obscur sur Internet. Et sur ce forum se trouvent plus de 3000 récits se trouve j'ai du mal à le dire tellement c'est horrible. Ouais, se trouvent 3000 récits pédopornographiques avec des fantasmes de castration d'enfants. Donc voilà, et pour aller encore plus loin, la WPATH, dans son dernier rapport, dans ses dernières normes de soins, a toute une partie sur le fait de devenir eunuque, donc identité de genre eunuque, en parlant des chirurgies de nullification, c'est-à-dire c'est une ablation du sexe, mais on ne reconstruit rien derrière, ce qui prouve effectivement que cette idée d'être eunuque, on peut faire très vite le lien avec le forum en question. Donc voilà, c'est... Après, évidemment, je tiens à rajouter que évidemment, la plupart des personnes trans ne sont pas du tout des personnes pédophiles, mais on ne voit pas non plus pourquoi il faudrait cacher certaines choses non plus. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre un petit peu l'influence que ça a, au point de vue, je parle de l'idéologie trans, au niveau de la communication et aussi de ces lobbies. Que font à côté de ça les pouvoirs publics quand on pense à l'ABC de l'éducation, l'ABCD de l'éducation ou la circulaire Blanquer dont vous parlez? Comment vous analysez ça? Les pouvoirs publics, en tous les cas, en France, actuellement, ils ont l'air à la ramasse, puisqu'en effet, vous parlez de la circulaire Blanquer. Donc, c'est une circulaire qui a fortement dénoncé l'association SOS Éducation, dont on parle dans notre livre. On a rencontré Sophie Audugé, qui la dénonce. Cette circulaire, elle prévoit par exemple que l'élève puisse changer son prénom sur les papiers de l'école. Cette circulaire, elle prévoit aussi que les vestiaires ou les toilettes puissent devenir les mêmes pour les garçons et pour les filles, qu'il y ait des toilettes neutres en fait. Nous, on pense que c'est un danger. C'est un danger pourquoi ? Parce que, en fait, on l'a vu au Royaume-Uni, ça a été expérimenté. Les toilettes neutres, même aux États-Unis aussi, il me semble, dans plusieurs écoles. Et puis, il y a eu des cas d'agression sexuelle, forcément. Et puis même, en fait, je pense que n'importe quelle jeune fille ou n'importe quelle femme, en fait, nous, on se rend bien compte de ce que ça veut dire. Moi, franchement, je m'imagine au collège. Je sais que les toilettes, en fait, c'était un lieu, où les garçons essayaient. Et puis, c'est. En fait, le collège, c'est le début de la puberté. Vous commencez à avoir vos règles, tout ça. Vous n'avez pas envie qu'il y ait des garçons dans les toilettes, en fait. Et les garçons essayent parfois de rentrer. C'est un espèce de sujet, en fait. Et donc, à travers la circulaire Blanquer, les pouvoirs publics en France encourage ça. Les pouvoirs publics nous parlent aussi. On a le gouvernement qui, dans certains papiers, nous parle par exemple de sexe assigné à la naissance, qui donc se soumet à l'offensive claire du langage que mènent les transgenristes. Parce que les transgenristes, actuellement, par exemple, à un niveau international, à travers l'association GLAD, les transgenristes essayent de moduler le langage que les médias vont employer. Il y a vraiment un lobby derrière ça. Et donc, en France aussi, cette offensive sur le langage, elle se fait ressentir. Il y a certaines associations qui travaillent là-dessus. Il y a, donc, comme je disais tout à l'heure, le planning familial,
qui nous fait tout un lexique trans en nous disant qu'il ne faut plus utiliser certains mots, que le pénis n'est pas forcément un organe sexuel mâle. Enfin, voilà, toute une offensive sur le langage. Et donc, on se rend compte que dans certains documents, le gouvernement se soumet à cette offensive sur le langage en parlant de sexe assigné à la naissance. Enfin, finalement, les pouvoirs publics, nous, on les trouve plutôt défaillants, y compris au sein de l'institution médicale, en fait. D'ailleurs, il y a des soins qui sont remboursés. Une grande partie des soins qui permettent Oui, tout à fait. de transitionner qui sont remboursés. Oui, en fait, les transitions coûtent un certain prix, puisque pour les femmes, donc ça va être la prise d'hormones et des opérations de chirurgie dites de réassignation sexuelle. Donc ça va coûter 40 000 € si elles font tout le package. 40 000 € que remboursera la sécurité sociale. Et pour les hommes, le prix d'une transition complète s'élève à plus de 100 000 € parce qu'en fait, il y a plus d'opérations à faire pour les hommes. Il y a évidemment les hormones, mais aussi tout un tas la chirurgie de réassignation sexuelle et aussi tout un tas d'opérations du visage, de rabotage de la pomme d'Adam, de séances orthophoniques. Pour faire une femme, pas totalement en réalité, parce que c'est aussi ce qu'on explique dans notre livre. En fait, on essaye d'expliquer aux gens certaines bases biologiques. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... De refaire de la chimie, de la bio. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne sait que, qu'est-ce qui définit ce qui est une femme, ce qui est un homme. Donc, c'est d'abord les chromosomes, donc XX, XY, comment se détermine la sexuation, tout ça. On essaye de réexpliquer ça parce que j'ai l'impression que finalement, les transgenristes, avec leur offensive sur le langage et avec cette expression qui nous martèle tout le temps là de changer de sexe, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à mettre ça dans nos cerveaux, à le faire rentrer dans nos têtes, comme quoi ce serait possible de changer de sexe. On ne peut pas changer de sexe pour vous. C'est pas pour nous, c'est au sein de l'espèce humaine, le sexe est immuable, c'est-à-dire que vous pouvez, par une opération chirurgicale, recréer un simulacre du sexe opposé. Vous pouvez faire pousser de la barbe à une femme en lui donnant de la testostérone, mais il y a un certain nombre de caractères physiques qui vont jamais changer. Par exemple, c'est vrai que les hommes ont une masse musculaire plus importante que celle des femmes et que quand ils prennent des œstrogènes, ça diminue un petit peu leur masse musculaire. Mais pas totalement, puisque ce qui définit la masse musculaire des hommes, c'est pas uniquement les hormones, c'est aussi la génétique. Il y a plus de 3000 gènes qui sont engagés, qui déterminent la masse musculaire. Donc voilà, on essaye de réexpliquer un petit peu toutes ces bases-là aussi. Voilà. Oui, de la biologie élémentaire finalement. C'est ce qu'on appelait peut-être avant la nature, on appelle encore la nature. Même si en réalité, moi je pense que tout le monde, quand vous sortez dans la rue, vous voyez très bien qui est un homme, qui est une femme. En réalité, c'est ça aussi qui m'énerve parfois un petit peu avec les transgenristes, c'est qu'ils nous forcent à déployer comme ça tout un tas d'arguments pour expliquer qu'un homme et une femme, c'est pas pareil. Alors, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on va se plonger dans la biologie. La biologie, c'est une discipline passionnante. On va tirer des argumentaires pour vous expliquer qu'un homme et qu'une femme, c'est pas pareil. Mais dans le fond, en vrai, tout le monde sait, tout le monde voit la différence. Moi, ce qui m'agace, c'est que ils remettent en cause en fait notre perception du réel, alors que si chacun se fie à sa propre perception du réel, en fait, sans être influencé par une quelconque idéologie, qui essaye de rentrer en vous comme ça, en vrai, tout le monde sait ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est la place de la parentalité. Que font les parents? Parce que vous abordiez donc la place de l'éducation nationale et cette influence dans les mots. Je ne sais pas ce que vous pensez d'ailleurs de l'écriture inclusive, parce que ça a aussi amené une distinction. On n'est pas à fond. Mais quelle place occupent les parents? Parce que dès lors que l'enfant peut décider, de dire aujourd'hui je décide que je suis une fille ou je suis un garçon. Aujourd'hui, on a des parents, où est la parole des on a des parents qui ne savent pas comment réagir face à ça, qui traitent leur enfant un peu comme l'enfant roi. Et puis on a aussi des parents carrément qui instrumentalisent leurs enfants parce qu'ils ont envie d'attention eux-mêmes, ça a l'air génial d'avoir un enfant trans, ils le mettent sur les réseaux sociaux, ils les amènent sur les plateaux télé en faisant tout un... comme si ils avaient enfin trouvé un sens à leur vie, c'est leur cheval de bataille, donc il y a cette problématique-là. Et puis dans le livre, on parle aussi
d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration. C'est le fait que, c'est étudié, il y a certains parents qui vont aimer avoir l'idée d'avoir un enfant malade. Et il y a eu des cas comme ça très graves de parents qui ont fait croire à leurs enfants qu'ils étaient handicapés toute leur vie, lorsque l'enfant n'était pas du tout handicapé, et l'enfant s'en rend compte parfois très tard. Et là, on se demande si c'est pas on appelle ça Transhausen par procuration. C'est un terme que certains Américains ont trouvé. Et ce serait un peu la même dynamique, c'est-à-dire que le parent en fait aime l'idée que son enfant soit hyper différent bénéficie de ça à titre personnel. Une transposition en fait sur l'enfant. Exactement. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des parents qui tout simplement sont perdus, qui ne sont pas très informés sur ce sujet, qui ne se rendent pas compte de ce que leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux. Et parfois, l'annonce d'un coming out trans dans une famille, en fait, c'est une déflagration pour certains parents qui, au départ, essayent de dire à leur enfant, rentrent un peu dans le délire quelque part, en se disant que sinon ils vont mal faire. Qui parfois dans les hôpitaux sont confrontés à un personnel de santé qu'on appelle trans-affirmatif, c'est-à-dire des médecins qui vont tout de suite en fait dès le premier rendez-vous poser le diagnostic de dysphorie de genre, alors que n'importe quel psychiatre un peu professionnel vous dira qu'un diagnostic en psychiatrie ça ne se pose jamais. Il faut au moins plusieurs semaines, plusieurs rendez-vous pour poser un diagnostic en psychiatrie. Or, dans le cas de la dysphorie de genre, ça se fait dès les premiers rendez-vous. Et donc, en fait, vous avez des parents comme ça qui comprennent pas ce qui leur arrive, qui sont pas informés sur le sujet, qui font confiance à l'institution médicale, puisque c'est une institution, justement, on veut faire confiance aux professionnels, en fait. Mais il y a aussi certains parents, comme les parents du collectif Hypomonie, avec un Y au début, qui sont des parents d'enfants trans qui se questionnent sur le sujet, qui essayent de ramener leurs enfants vers une forme de rationalité. On donne certains témoignages dans notre livre. Il y a les témoignages de 2 mères qui se battent pour que leurs enfants retrouvent raison. Mais voilà, ce dont il faut prendre conscience, c'est que le phénomène trans, en fait, il peut parfois faire éclater des familles. Parce que les parents se retrouvent parfois démunis, parce que parfois c'est monsieur qui a 65 ans, qui après 40 ans de mariage, dit à madame, en fait, finalement, je suis trans. Je suis Catherine. Voilà, et donc ça, c'est des femmes aussi dont on parle dans notre livre, qui s'appellent elles-mêmes les trans widows, veuves de trans. Des femmes qui... c'est un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole. Surtout en France, on n'entend pas les voix de ces femmes-là. Et pourtant, à l'étranger, un peu plus. Et donc, c'est des femmes qui sont traumatisées, en fait. Parce que ça pose tout un tas de questions. Après aussi, vous dites, ah oui, donc... En fait, mon mari, depuis 40 ans, dans la sexualité, par exemple, avec moi, s'imagine être une femme. Mais en fait, avec qui est-ce que j'ai couché pendant 40 ans ? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête pendant nos rapports sexuels pendant 40 ans ? C'est un traumatisme pour ces femmes, quoi. Donc oui, pour certaines familles... Et puis pour les enfants qui ont des parents qui transitionnent aussi, ça peut être extrêmement difficile. Mais pour revenir un peu aux parents d'enfants dits trans... il y a aussi un problème avec les stéréotypes de genre. Récemment, on était sur le plateau des Grandes Gueules et il y a une mère qui appelle et qui nous dit que sa fille est en train de devenir un garçon. Et quand on lui demande en fait, mais en quoi c'est un garçon, en fait, elle nous répond qu'elle n'a jamais voulu porter de jupe et que ça a beaucoup froissé le grand-père. Ce qui en fait montre ce qui se passe un peu dans la famille, c'est-à-dire que c'est une famille où il y a des stéréotypes de genre bien inscrits. Si une femme ne veut jamais porter un accoutrement dit féminin, alors le grand-père qui est d'une autre génération doit se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis voilà, la mère déclare, son enfant a dû tomber dans la soupe trans peut-être en ligne, et la mère accompagne ça, parce qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas envie d'avoir des enfants justement qui ne rentrent pas classiquement dans les normes de genre. Il y a des parents aussi qui n'ont pas envie d'avoir des enfants en fait, qui peuvent être homosexuels.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec énormément de jeunes femmes lesbiennes qui transitionnent pour devenir, entre guillemets, des hommes. Parce que c'est pas si simple en réalité pour elles d'être lesbienne et elles pensent qu'il vaut mieux être un homme trans qu'une femme lesbienne. Oui, et ça, juste, c'est pas une analyse qu'on balance comme ça, qu'on sort du chapeau. C'est sourcé. D'ailleurs, votre livre est très sourcé, très documenté. Et on Merci. tout, par exemple, voilà, à la clinique du genre Tavistock, il y avait, je crois que plus de 60% des petits patients qui se sont finalement révélés être homosexuels. Donc, c'est pas des trucs qu'on invente, quoi. C'est vraiment des choses qui ont été observées. Vous parlez d'ailleurs de la notion de famille. Est-ce que la société a déconstruit la famille? Est-ce que ça peut être un des aspects qui a aussi conditionné la situation dans laquelle on est? Oui, dans une certaine mesure, effectivement, la société a un peu déconstruit la famille. Après, je ne sais pas comment faire le lien directement, mais en un sens, peut-être que les familles vont pas si bien aussi en France et qu'il y a beaucoup de jeunes qui retrouvent une famille dans l'univers LGBT et dans l'univers trans. Parce qu'on l'explique dans ce livre avec l'exemple d'une jeune fille qui était un peu en recherche identitaire et qui finit par tomber sur un forum Discord qui s'appelle le Discord de l'amour où en fait là-dedans elle va trouver une véritable communauté qui va sans arrêt lui dire qu'elle est géniale, qu'elle l'aime, etc. Ils vont lui envoyer entre guillemets beaucoup d'amour et elle a ressenti qu'elle avait besoin de ça à un moment et puis il va y avoir des systèmes de validation, c'est-à-dire à partir du moment où elle fait son coming out, elle peut aller plus loin dans le forum, on lui ouvre des portes et du coup il y a tout un engrenage comme ça, il y a toute une novlangue, il y a des drapeaux, il y a tout un univers. Un aspect communautaire. Un aspect très communautaire, un aspect aussi, il y a un soutien énorme entre personnes queer trans, et du coup justement l'impression de refaire famille. Là où peut-être effectivement les familles sont plus aussi fortes qu'elles l'étaient. Et c'est ce que vous expliquez d'ailleurs, et c'est intéressant au début de votre livre, c'est qu'il y a finalement une lutte en interne entre à la fois les gays, les lesbiennes, les trans, et que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une lutte de tous contre tous? C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé avec une tentative, on a essayé de militer pour émanciper à la fois les femmes, mais aussi les personnes homosexuelles, gays, lesbiennes. Et puis au fur et à mesure, la manière dont on a segmenté l'ensemble des communautés a fait qu'elles se sont retrouvées, mais pour s'affronter, pour lutter finalement. C'est ce que vous expliquez. Justement, oui et non, parce qu'il y a cette notion de féminisme inclusif, où finalement, même si tout s'affronte, tout le monde est censé faire une belle ronde de l'amour ensemble, donc il y a un peu ce côté-là. Mais effectivement, c'est pas le cas finalement. Non, dans le fond, c'est pas le cas, parce qu'on voit bien que le transgenrisme vient en fait gêner les droits des femmes, et on se rend compte aussi que le transgenrisme, parce que elle efface la notion de, parce que cette idéologie efface la notion de sexe, va donc aussi rentrer, va y avoir une problématique avec le monde homosexuel. Donc on se retrouve effectivement avec certains homosexuels qui sont vraiment plus d'accord du tout avec le terme LGBT et qui disent qu'ils sont aujourd'hui LGB. Donc voilà, il y a des assos plutôt en Angleterre comme LGB Alliance, Get the Hell Out pour les lesbiennes, etc. Qui aujourd'hui pensent que le T nuit complètement à leur cause. Et ils estiment, entre guillemets, que finalement le transgenrisme offre des thérapies de conversion à certaines personnes gays. Et je pense qu'on a fait globalement le tour. J'avais aussi une petite question, mais c'est de l'ordre du détail. Transmania, pourquoi ce titre? On a longtemps cherché un titre. On a mis du temps à le trouver, mais finalement, en fait, ça nous est apparu comme un terme qui résume très bien la situation. C'est-à-dire que, on s'est mis nous-mêmes à l'utiliser, en fait. Pour nous, la transmania, c'est vraiment une frénésie, en fait, autour du sujet trans. C'est le fait que le sujet trans, il est partout dans toutes les sphères de la société. Et puis dire transmania, c'est aussi... en fait, c'est Dora qui a trouvé l'idée. Elle sortait de la comédie musicale de Starmania avec sa grand-mère. Et donc,
Et donc, elle s'est dit, mais en fait, Starmania, c'est une critique du Star System. Et donc, Transmania, c'est une critique du Trans System. Parce que voilà, Starmania, c'est, je ne sais plus exactement, 70-80, etc. Et justement, c'est le moment où émerge ce Star System. D'ailleurs, il y a une personne drague dans le show, etc. Donc, ça commence déjà, en fait, tout ça. Et effectivement, ce spectacle en est une critique. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bon, la Starmania, on a compris, voilà, il n'y a plus rien à dire. Mais la Transmania, ça semblait, en fait, c'est ça qu'il fallait éclairer aujourd'hui, quoi. Très bien. Je vous remercie, Dora beaucoup. Muto, Marguerite Stern, pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois sur la chaîne YouTube d'Omerta et je vous dis à très bientôt. Avant cela, je vous présente les livres de nos invités, Transmania. Aux éditions Magnus. Aux éditions Magnus. Merci de m'avoir repris. Très bien. À bientôt. Merci.